Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact. Comme tous les jours dans cette émission, on parle de développement durable, de responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas. Tout va bien? Tout va bien. Bon, on est prêt à y aller, on a une demi-heure avec plein de thèmes passionnants. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Anne-Sophie Thomas, cofondatrice de Gestia Solidaire, une agence immobilière pas comme les autres qui propose des solutions contre le mal logement et les impayés. Le débat de Smart Impact, c'est la finance utile, une finance innovante qui concilie sens et performance. Ça vous semble impossible? On verra ça dans le débat d'aujourd'hui. Et puis Smart ID, la bonne idée du jour, c'est Bi.Cycle. Et si votre entreprise vous offrait un vélo électrique? Ben si, c'est possible. Vous allez voir, on vous explique tout ça dans une trentaine de minutes, non un peu moins, 20 minutes. On aura fait l'invité et le débat. Tout de suite, c'est Smart Impact, c'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est donc Anne-Sophie Thomas. Bonjour. 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 Bienvenue, enchantée. Vous êtes la cofondatrice de Gestia Solidaire, une agence immobilière pas comme les autres. C'est ce que je viens de dire dans le sommaire. Pourquoi elle est différente, votre agence? L'idée de Gestia Solidaire, c'est vraiment créer une nouvelle forme d'agence immobilière qui soit un peu hybride entre le bailleur social et l'agence classique pour vraiment favoriser l'accès au logement de personnes qui ont des difficultés à se loger. On connaît beaucoup le phénomène du mal logement par les personnes sans abri, Oui. puisqu'on a 146 000 personnes qui sont sans abri en France. Mais autour de ce noyau dur, on a vraiment un halo beaucoup plus large de personnes mal logées qui vont avoir des difficultés à trouver un logement facilement parce qu'elles ne gagnent pas 3 fois le montant du loyer, elles ont un manque de garants. Ouais. Et nous, on a voulu mettre en place une solution, une agence immobilière qui va accompagner ces personnes. Alors, vous allez nous expliquer en détail comment ça fonctionne, mais pour que ça marche, il faut aussi des propriétaires qui soient désireux, en quelque sorte, de donner un sens à leur investissement locatif, en louant en dessous des prix du marché. On se croirait un petit peu chez les bisounours. Ça existe vraiment, ça? Comment c'est possible? Comment vous les trouvez, ces propriétaires? Donc, l'idée, c'est de vraiment allier aussi fiscalité et sens. Donc, nous, on a vraiment mis en place un accompagnement sur du conseil en investissement locatif. C'est-à-dire qu'on va accompagner les propriétaires en leur disant aujourd'hui, il est possible de louer un petit peu moins cher en contrepartie d'avantages fiscaux. Donc il y a la loi COS qui est sortie en 2017, qui est très peu connue. On connaît beaucoup la loi Pinel, mais pas du tout la loi COS. Et nous, on met en avant ça pour les propriétaires. On étudie leur profil patrimonial et on leur montre qu'en louant un petit peu en dessous des prix du marché, parce qu'ils ont un loyer plafonné en passant par cette loi, ils vont pouvoir avoir des avantages fiscaux très intéressants. Donc il y a différents paliers. Ça va de 30% à 85% d'économies sur les revenus encaissés. Et ensuite, derrière, ils ont des déficits bonifiés. Donc, c'est plein d'avantages financiers et fiscaux qui vont faire en sorte que derrière, ils vont avoir un retour sur investissement intéressant. Quel que soit le projet immobilier, le quartier, parce qu'il y avait par exemple la loi Malraux où on pouvait acheter dans un quartier historique et à ce moment-là on défiscalisait, etc. C'est quel que soit le quartier dans la ville? Non, c'est vraiment dans les zones dites tendues. Donc c'est où l'offre est vraiment insuffisante par rapport à la demande de personnes qui recherchent des logements. Donc ça va être dans ces zones-là. Donc c'est surtout dans les zones très tendues, grandes villes, Paris, Lyon. Donc ça va être à peu près toute la ville. Et puis c'est aussi bien sur de l'ancien que sur du neuf. Donc ça fonctionne dans tous les cas, que le propriétaire ait déjà acheté ou ait besoin de remettre en location son bien. Donc c'est vraiment pratiquement dans toutes les situations, il va pouvoir utiliser cette loi-là. Donc tout le monde est gagnant, si j'ai bien compris, chez Gestia Solidaire. Le problème, effectivement, c'est souvent une question de garant. Vous le disiez, ouais. Oui, c'est une question de garant, mais aussi de revenus. Parce que les personnes qu'on va accompagner, ça va être des personnes dites solvables à revenus limités. Donc ça va être des étudiants, des personnes dites en contrat précaire, par exemple en CDD, intérim, auto-entrepreneur, des situations qui arrivent beaucoup parce que les personnes changent de parcours professionnel, elles ne restent pas de manière linéaire sur un CDI. Il y a des familles monoparentales aussi. Oui, et les familles monoparentales aussi, qui est la troisième cible. Les personnes âgées. Les personnes âgées, mais nous, on cible vraiment les familles monoparentales, étudiants et personnes en contrat précaire. Donc ça va être des personnes qui ne gagnent pas 3 fois le montant des loyers. Dans les grandes villes, on sait que ça peut monter très vite, surtout à Paris, les loyers. Donc nous, ce qu'on va pouvoir apporter, c'est des formules de garantie, soit d'État,
donc la Visal, qui est portée par Action Logement, ou des garanties inversées. Donc on a un partenaire, Uncle, qui permet à un locataire de prendre une assurance sous forme de garantie qui va rassurer le propriétaire et remettre un rapport locatif équilibré et une situation gagnante-gagnante. J'imagine qu'après cette période de confinement, pendant cette période particulièrement, votre solution va intéresser beaucoup de monde. C'est ça, on a eu beaucoup de demandes pendant la période de confinement, donc nous on avait fait une action citoyenne plutôt sur les étudiants qui étaient en précarité, qui se retrouvaient confinés dans 9 mètres carrés. Donc on a essayé de trouver des solutions pour leur trouver des aides alimentaires, mais entre-temps on recevait beaucoup de demandes de personnes qui nous expliquaient leur situation. Elles sont souvent familles monoparentales qui sont obligées de vivre en colocation, laisser leurs enfants chez leurs grands-parents parce qu'elles n'arrivent pas à trouver des logements assez grand, avec 2 pièces, à peu près 60 mètres carrés à Lyon, qui leur permettrait d'accueillir aussi leurs enfants. Donc ça va être beaucoup des profils comme ça qu'on accompagne. Alors le mal logement, vous l'avez évoqué en donnant le nombre de SDF, mais en parlant de ce halo, et là on va parler de beaucoup plus de personnes concernées par le mal logement. Selon les chiffres de la Fondation Abbé Pierre, des chiffres qui étaient publiés en janvier dernier, on parle de 4 millions de mal logés en France, plus de 5 700 000 personnes qui consacrent plus de 35% de leurs revenus au logement, et plus d'1 200 000 locataires en situation d'impayés de loyer ou de charges. Et alors là, je me mets du côté des propriétaires, et vous l'avez un peu rapidement évoqué, mais je voudrais qu'on rentre dans le détail. C'est quoi votre martingale, votre solution pour éviter justement les impayés ? Nous, on se positionnait en apportant justement les garanties d'État, la Visal, qui permet de couvrir les étudiants, mais aussi les personnes de moins de 30 ans, ou sinon les personnes qui sont en mobilité professionnelle. Donc ça a apporté une garantie qui couvre à 100% les risques d'impayés et les dégradations, donc qui est le premier frein des propriétaires, puisque la première chose quand on loue un logement, on a peur d'impayés et de dégradation. Oui, et c'est pour ça qu'on demande des garanties de plus en plus importantes aussi. Donc c'est apporter, mettre en lumière ces solutions qui existent, soit la garantie Visal, soit la garantie inversée avec Uncle, notre partenaire, qui permet en fait de la même chose, de garantir l'impayé et la dégradation. Mais Uncle, c'est quoi ? C'est une nouvelle forme d'assurance. En fait, c'est un fonds d'assurance. Le locataire prend une assurance durant toute la durée du bail. Il peut y mettre fin avec l'accord du propriétaire s'il y a une régularité de paiement. Mais ça permet au locataire d'arriver avec un meilleur dossier, un dossier solidifié, parce qu'on accompagne aussi le locataire pour rassurer le propriétaire. C'est-à-dire qu'on va identifier les aides auxquelles ils peuvent avoir droit, autre que l'allocation logement APL. Il peut y avoir d'autres aides qui sont éligibles, notamment pour les personnes en contrat pro. Donc là, on va les accompagner et on va solidifier vraiment le dossier pour rassurer le propriétaire. Après, on met aussi de l'humain, c'est-à-dire qu'on va présenter le locataire au propriétaire et ça aussi, ça rassure. Mieux connaître ses droits, c'est aussi ce que vous proposez. Vous accompagnez autant les locataires que les propriétaires sur les droits, les lois, tout ça est un peu flou. Oui, c'est ça. En fait, il y a un gros manque de vulgarisation du droit immobilier, du droit en général. Je pense qu'on dit nul n'est censé ignorer la loi, mais beaucoup de gens ont du mal à faire nombreux à la pas loi. la connaître, ça c'est sûr. Et puis aussi surtout, il y a des droits auxquels certaines personnes ont accès, bien sûr, et qu'elles ne connaissent pas. C'est ça. Vous avez ce travail-là. Oui, c'est vraiment ce travail d'accompagner aussi sur la partie administrative, parce que aussi les gens sont découragés, ils voient les démarches et ils se disent ça va être trop long. Donc nous, on va vraiment leur faire connaître leurs droits, leurs obligations aussi pour louer un logement. Mais derrière, on va aussi les accompagner sur les démarches à mettre en place pour avoir telle ou telle aide, trouver des garants. Et puis ensuite, on les présente aux propriétaires une fois qu'ils ont un dossier complet. Et c'est vrai que ça évolue en permanence. On a appris hier que la région Île-de-France vient de lancer une garantie, la garantie immobilière solidaire, pour mettre fin aux surprimes d'assurance de prêts imposées aux malades ou aux anciens malades. Voilà, ça fait partie des évolutions. La région Île-de-France le fait. Il y a peut-être d'autres régions qui sont sur ce chemin. Renseignez-vous là-dessus. Vous nous disiez, Anne-Sophie Thomas, que Gestia se dire, que vous avez lancé d'ailleurs en mars, donc vous avez pris le confinement de plein fouet, mais malgré tout l'activité a démarré et se développe, donc bravo à vous. Vous disiez on est à mi-chemin entre une agence et un bailleur social, ça veut dire que vous travaillez avec les bailleurs sociaux ? C'est ça, nous on a 2 volets, on a un volet vraiment avec les propriétaires particuliers, donc là où on fait la gestion locative, le conseil en investissement, mais on travaille aussi avec les bailleurs sociaux. Notre idée c'est de favoriser l'inclusion des étudiants, puisque chaque année, dans les grandes villes, on a une arrivée massive d'étudiants qui n'arrivent pas à être pris en charge
par tout ce qui est résidence, crous, étudiants, ou dans le privé, c'est beaucoup trop cher. Donc on travaille avec eux ils ont un objectif quinquennal de doubler leur résidence pour les étudiants qui vont avoir des loyers plus modérés. Donc nous, on fait tout ce qui est gestion locative déléguée. On va les aider à gérer les entrées-sorties, faire les états des lieux et puis aussi gérer les sollicitations parce qu'il y a beaucoup de mouvements, des choses qu'ils ne gèrent pas normalement puisqu'ils sont plutôt sur des profils de familles qui restent longtemps dans les logements. C'est un statut un peu hybride. Comment vous est venue cette idée de double casquette, j'allais dire ? On a vraiment, moi j'ai fait une thèse sur l'impact des politiques publiques sur le prix des loyers en France. Et l'idée c'était de bien comprendre quel est le phénomène du mal logement, d'où il vient. Et notamment, il y avait deux choses. Il y a le parc privé, mais il y a aussi le parc public avec les bailleurs sociaux. Et il y avait deux possibilités. Nous, on a voulu s'orienter vers l'inclusion des étudiants, mais aussi proposer des loyers plus abordables sur le parc privé. Donc c'est comme ça qu'on a donné naissance à Gestia Solidaire. Et puis on a voulu créer une agence immobilière quand même pour être assujettie à tout ce qui est la réglementation pour créer des agences. Donc c'est né vraiment comme ça. Vous êtes combien ? Aujourd'hui, on est 2 cofondateurs et puis on est en train de recruter un alternant puisque notre portefeuille se développe. Oui, c'est un tout nouveau projet, donc lancé en mars, agence basée à Lyon et que vous espérez développer dans plusieurs grandes villes de France. Merci beaucoup Anne-Sophie Thomas Bonvent à Gestion Solidaire. Allez, tout de suite, c'est le débat de Smart Impact. On parle finance utile et responsable. Ben oui, c'est compatible. Le débat d'aujourd'hui s'intéresse à la finance utile. Est-ce que c'est compatible déjà ces deux mots ensemble? On va voir ça tout de suite avec nos invités. Timothée Kellard, bonjour. Vous êtes président, cofondateur d'Ecodev et de BBR Biodiversité. Merci d'être avec nous encore une fois aujourd'hui. Et à ses côtés, à votre côté, vous avez Pierre Valentin, président d'Ecofi Investissement. Bonjour. Merci également d'être avec nous pour parler de finance utile. Qu'est-ce qu'une finance utile? Est-ce que c'est une finance responsable? Est-ce que ça comprend une finance verte, une finance Timothée? Alors il faut effectivement définir ce vocabulaire. On peut avoir une finance qui n'a pas ou peu d'impact sur notre environnement et sur peut-être des critères aussi sociaux. Et puis, on a de plus en plus une tendance à parler de finances engagées, où là, on pourrait parler de finances qui recréent de la valeur, régénèrent, par exemple, de la biodiversité. Voilà. Et l'équilibre, c'est de trouver des modèles qui vont avoir des revenus, donc une rentabilité, en ayant des critères, finalement, extrêmement précis ou pertinents. Et c'est pas mince à faire, c'est vraiment un enjeu assez compliqué. Pierre Valentin, la finance n'est plus à court-termiste, on parle d'une finance long-termiste. Oui, utile. Toute finance devrait être utile d'une certaine façon, mais c'est vrai que ça s'est extraordinairement développé et que cette finance utile est de plus en plus structurée. Donc il y a vraiment des méthodes, des méthodologies même on pourrait dire, pour sélectionner les titres, en particulier les titres de grandes sociétés, mais pas seulement bien sûr, en fonction des performances environnementales, sociales. Et puis, il ne faut pas oublier la gouvernance des entreprises, qui est un point important. Comment le pouvoir s'établit dans l'entreprise, comment les femmes sont suffisamment représentées dans les conseils d'administration, par exemple. Tout ça, ce sont des questions qu'on regarde pour essayer d'investir de façon utile. Donc ça veut dire que c'est des critères que vous prenez en compte avant de conseiller un investissement ou de décider un investissement? Oui, alors nous on ne conseille pas les investissements, on les décide puisqu'on est des gérants de fonds ou de SICAV. Ce sont des critères effectivement qui restreignent en quelque sorte notre univers d'investissement, puisque quand ces critères ne sont pas suffisamment remplis, eh bien les sociétés ne peuvent pas faire partie de nos portefeuilles. Ça veut dire qu'il y a des secteurs dans lesquels vous ne souhaitez pas ou plus investir? Alors d'une façon générale, ce n'est pas tellement une approche par secteur, mais par performance à l'intérieur des sociétés à l'intérieur de chaque secteur. Mais il y a tout de même des secteurs dans lesquels nous n'investissons pas. Par exemple le charbon, qui est un secteur dans lequel nous ne voulons pas investir parce que nous considérons que la limitation du réchauffement est incompatible avec une activité dans le charbon. Ça veut dire que les autres énergies fossiles, vous pouvez y aller? Alors les autres énergies fossiles, ça dépend des fonds. On gère beaucoup de fonds, donc il y a des fonds qui sont des fonds verts où par définition on n'a pas d'énergie fossile. Mais dans le reste de nos fonds, on peut avoir des énergies fossiles, mais on est très attentif à la performance environnementale de ces énergéticiens et en particulier avec les engagements qu'ils prennent de limiter
progressivement leurs émissions de gaz à effet de serre pour être dans la ligne du réchauffement au maximum à 2 degrés. Alors, si on fait un petit point mondial, j'allais dire, Euronext a annoncé son nouvel indice Euronext ESG 80 pour valoriser les 80 entreprises les plus bas carbone. De même, l'été 2019, 181 directeurs de grandes sociétés américaines ont aussi montré qu'ils étaient engagés. Et est-ce qu'on assiste à une vraie prise de conscience, à un changement de la finance d'un point de vue mondial, selon vous, Timothée ? Alors, je pense qu'effectivement, il y a une prise de conscience qui est telle qu'on comprend bien les limites de nos modèles, en termes d'investissement, en termes d'alimentation, enfin de manière assez large d'ailleurs. Et donc, on voit effectivement des dinosaures de la finance réorienter leur stratégie d'investissement avec effectivement des critères sociaux, environnementaux, gouvernance et environnementaux. Après, il faut quand même regarder la qualité de ces critères et l'expertise qu'il peut avoir derrière l'analyse fine de ces critères qui sont très très larges. Et du coup, c'est compliqué de faire très large et précis en même temps. Donc voilà, il faut quand même tempérer, je pense, l'intérêt de ces investissements. Ça veut dire quoi, pour bien comprendre? Ça veut dire qu'on pourrait afficher un investissement solidaire ou responsable alors qu'en fait, il ne l'est pas tant que ça? En fait, faut comprendre que les critères, par exemple sur le sujet du carbone, peuvent avoir des périmètres quand même qui sont différents en fonction des portefeuilles. Et il faut voir aussi la finesse et la précision de ces résultats. Pour travailler depuis plus de 10 ans sur les sujets du carbone, on voit bien que les critères de neutralité, par exemple, sont assez différents en fonction des approches. Donc voilà. Je tempère légèrement. Oui, il y a un engouement et il y a une nécessité. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle. Même des très gros investisseurs s'y mettent. Et depuis 2, 3, 4 ans, on voit un vrai flux. Avec quand même une limite. Puisque ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous avez limité l'impact et régénérer. Et aujourd'hui, on est vraiment dans la limitation de l'impact, voire dans la neutralité de l'impact. Ne plus investir dans du charbon, c'est très bien. Mais investir dans des panneaux solaires, par exemple, ce qui du coup est faisable, a aussi des limites énergétiques sur du lithium, sur de l'approvisionnement et peut-être des limites sur des enjeux sociaux, etc. Donc voilà, on n'aura plus à avoir aucun investissement. On est dans cette transition. Effectivement, c'est un risque et c'est ce qui se passe pour le grand public. C'est que beaucoup de gens ne veulent plus investir dans les banques et dans les investisseurs traditionnels et vont sur des nouveaux marchés de crowdfunding ou d'investissement sur vraiment le petit producteur à côté de chez soi pour savoir où va ses fonds. Donc c'est un risque effectivement de dilution de l'argent. Oui, juste un petit zoom sur les gérants français qui, eux, s'y sont mis depuis un peu plus longtemps. Ils déclaraient déjà fin 2018 gérer 1458 milliards d'euros de façon responsable, un bond de 40% en un an. Donc, c'est dire à quelle vitesse ils convertissent leur portefeuille. Un tiers des quelques 4000 milliards d'euros qu'ils investissent sont ainsi pilotés avec des critères responsables, ESG. Est-ce qu'on est en avance en France sur ces questions de finances responsables, Pierre? Oui, on est plutôt en avance. On a une belle tradition en France sur ces sujets. Alors, il y a eu ce qu'on appelle la finance solidaire qui a été développée dès 2001 grâce à des initiatives gouvernementales, puisque dans l'épargne salariale, on est forcé de proposer au moins un fonds solidaire aux salariés. Et un fonds solidaire, ça veut dire un fonds qui consacre 10% de son actif à des entités à forte utilité sociale et environnementale, donc en général de petites entreprises ou associations. Oui. Donc 2001, c'est une première date, mais depuis, il y a eu d'autres choses. Il y a une réglementation importante avec la loi sur la transition énergétique qui a obligé les institutionnels à prendre en compte ces questions environnementales, sociales et de gouvernance. Et puis plus récemment, la loi Pacte, qui déjà considère que toutes les entreprises doivent prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux, et puis qui surtout, et ça c'est un mouvement important pour les particuliers, oblige à partir de 2022 à mettre dans les contrats d'assurance vie des fonds, les contrats d'assurance vie dits en unité de compte, des fonds gérés suivant une méthode d'investissement socialement responsable, des fonds solidaires aussi et des fonds verts. Donc il y aura les trois possibilités et il n'y aura évidemment pas d'obligation pour le particulier d'investir dans ce choix de fonds, mais il aura en tout cas la possibilité de le faire. Effectivement, il y a un enjeu de critères. Comment vérifier qu'on est sur des bons critères? Est-ce qu'il y a des organismes indépendants qui peuvent vérifier ces critères, les labelliser, les certifier? Comment ça peut se passer, Timothée? Oui, alors je ne suis pas expert des labels ISR, mais effectivement, il y a un certain nombre de sociétés qui sont créées avec des filtres, finalement, qui vont permettre de justement sélectionner, prioriser. Alors après, il y a les critères éliminatoires, mais il y a aussi les critères où on doit être les meilleurs. Et donc, on peut être le meilleur des moins bons, finalement, avec des critères. Donc là, c'est en train de se structurer. J'ai cru savoir qu'il y avait le label ISR, il y avait le label
Tech, TEC, je crois, qui est quand même assez abouti. Voilà, il y a un certain nombre aujourd'hui de référentiels qui grandissent avec la prise de conscience et l'esprit critique aussi du particulier, parce que c'est nécessaire justement d'embarquer tout le monde. Et je rappelle que ISR, c'est investissement socialement responsable. Vous avez parlé tout à l'heure de 1458 milliards d'euros gérés, c'est des chiffres du Source Figaro fin 2018. En France, ça représente quoi? Parce que c'est énorme, et en même temps, qu'est-ce que ça représente par rapport à l'ensemble des investissements? Ça représente à peu près un tiers de l'ensemble des fonds et mandats gérés par les sociétés de gestion. Ouais. Donc c'est considérable. C'est beaucoup, en fait, ça dépend aussi de la définition qu'on prend de l'investissement socialement responsable. Si on prend une définition un peu plus stricte, celle qui correspond à notre politique, tous nos fonds sont ISR, on arrive plutôt à 15%. Mais en tout état de cause, il y a un mouvement considérable, un mouvement qui s'accélère, donc il y a une pression sur les investisseurs institutionnels, ne serait-ce qu'à cause des questions réglementaires que je citais tout à l'heure. Il y a les particuliers qui s'y mettent de plus en plus, aidés par leurs conseillers en gestion de patrimoine. Et d'une façon générale, il y a même des investisseurs assez opportunistes qui se disent, si de plus en plus de fonds éliminent les sociétés mal notées et valorisent au contraire dans leur portefeuille les sociétés qui ont les meilleures performances environnementales, sociales et de gouvernance, c'est ces titres-là qu'il faut acheter parce que c'est ceux-là qui vont monter. Donc, il faut être dans le sens de l'histoire. Il y a vraiment beaucoup d'arguments. Il y a aussi tout simplement des mouvements, je dirais, de société, qui, en particulier du côté des jeunes. Moi, je me souviens que j'avais rencontré un conseiller en gestion de patrimoine qui me disait ce ne sont pas mes clients, ce sont les enfants de mes clients qui disent à leurs parents investissez socialement responsable. C'est une question de génération, vous pensez? Dernier mot là-dessus. Pas que, non. Effectivement, je pense que les nouvelles générations poussent parce qu'on est confronté à des enjeux qui sont beaucoup plus flagrants qu'il y a quelques années. Donc, ça devient une évidence. Après, c'est pas que générationnel. Il ne faut pas, je pense, cloisonner. Voilà, je n'aime pas trop ce cloisonnement et on voit bien que sur ces thématiques, c'est plus une question de sensibilisation, d'éveil, de pédagogie, je pense, et de compréhension des enjeux que vraiment de génération. Et ben voilà, c'est ce qu'on a fait aussi pendant ce débat. Merci à tous les deux d'y avoir participé tout de suite. C'est Smart ID. Et si votre patron, votre entreprise vous offrait un vélo électrique ? Et la start-up du jour, c'est Bicycle. Bonjour Jean-Christophe Mellet. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes le cofondateur de Bicycle. Alors c'est quoi? C'est un nouveau service. Depuis quand existe-t-il et en quoi consiste-t-il? Il y a un peu plus d'un an, l'idée c'est de pouvoir proposer des solutions alternatives au trajet domicile-travail notamment. On voit bien toutes les problématiques qu'il y a aujourd'hui dans la mobilité, que ce soit des problèmes d'embouteillage, des problèmes de parking de plus en plus. Donc une politique gouvernementale qui incite à changer les habitudes. Et nous, on a cherché une solution pour s'adresser à une majorité de population qui utilise la voiture quotidiennement, alors qu'on pourrait utiliser d'autres moyens de transport, notamment le vélo. Donc c'est quoi? C'est l'entreprise qui propose à ses salariés un vélo électrique, c'est ça? Alors on fait que du B2B, oui. Donc l'idée, c'est on s'est orienté vers le vélo assistance électrique parce que ça s'adresse à une population beaucoup plus large, les sportifs comme les non-sportifs, avec un périmètre qui s'élargit évidemment. Un vélo classique, on est autour normalement, alors il y a des gens qui vont faire beaucoup plus, mais on va dire que la logique, c'est 5-6 km autour de son travail. Avec un vélo électrique, vous pouvez pousser à 10-15 km sans problème. 15 km, c'est 40-45 minutes de vélo. Au-delà, on peut, mais après, ça devient long, ça devient dur. Donc voilà. C'est aussi la possibilité de faire ce trajet en faisant de l'exercice, mais sans faire de sport. Et donc, on n'est de ne pas arriver dégoulinant au bureau, etc. C'est un frein, souvent, ça? Mais c'est un frein. Alors, il y a plein de freins, en fait. Donc, nous, on est parti de ce principe-là, avec des solutions qui existaient déjà, notamment de vélo partage, voilà, qui commençaient à se développer, qui commençaient à être proposées en entreprise, et qui avaient du mal à trouver leur marché, parce que quand on veut faire du vélo quotidien, il faut un vélo qui soit adapté déjà, donc il faut qu'il soit à sa taille, il faut qu'on puisse l'équiper son vélo. Il y en a qui mettent un siège bébé, il y en a qui mettent des sacoches, il faut qu'on mette sa tenue de pluie. Personnaliser son vélo. Et donc on voit bien que le vélo partage répond à un certain besoin, notamment ceux qui viennent en transport en commun, en voiture, pour aller faire un rendez-vous dans la journée, pour aller déjeuner, mais ne peut pas correspondre à un trajet quotidien, d'usage quotidien. Arriver en vélo le matin et pas être sûr d'avoir un vélo le soir, c'est pas possible. Voilà. Donc le vélo, c'est de la liberté, c'est de l'autonomie et c'est du bien-être. Voilà.
Alors, il y a Nous, on une est phrase- parti de ce principe. Il y a une phrase de Richard Branson que vous aimez bien, je crois. Si vous prenez soin de vos salariés, ils prendront soin de votre entreprise. C'est ce qui a peut-être lancé votre idée, mais on n'est pas encore rentré dans le détail. C'est-à-dire que prenons une entreprise au hasard, Bismart, qui aurait la bonne idée d'offrir un vélo électrique à ses salariés. Comment Pierre Friedenreich, salut Pierre, comment Pierre Friedenreich peut-il faire? Alors, en fait, c'est pas tout à fait offert. Alors, on peut, hein, évidemment. Nous, notre idée, c'est aussi de responsabiliser l'utilisateur. Ouais. Ça veut dire qu'on va partager un petit peu le coût. Ah, on partage les frais, d'accord. Voilà, le vélo, il va être utilisé tout le temps par le collaborateur. Ça veut dire les week-ends, les vacances, les jours fériés, c'est son vélo. En fait, on n'a fait qu'adapter le modèle de la voiture de fonction au vélo assistance électrique. Ok. L'intérêt de ça, c'est qu'on décharge l'entreprise de toute la gestion de parc. On ne s'occupe pas de savoir si les pneus sont gonflés, si la batterie est chargée, de savoir s'il y a une réservation à faire. On se décharge, parce que pour l'entreprise, ça doit être quelque chose de simple à mettre en place. Donc ça, c'est vous qui le faites, c'est Bicycle qui le fait. Alors ça, c'est l'utilisateur qui va gonfler ses pneus, c'est Ouais. l'utilisateur qui va charger sa batterie. Voilà, donc on se décharge. L'entreprise ne veut pas gérer tout ça. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, le vélo partage ne trouvait pas forcément son marché. Donc pour l'entreprise, c'est simple. Le fait de proposer à un collaborateur un vélo qu'il va pouvoir utiliser aussi à usage personnel, on peut lui demander une participation. En général, Donc, les c'est quoi, entreprises, c'est un montant un montant du loyer, qui est prélevé sur son qui est retenu salaire, sur son par exemple. salaire, D'accord. absolument. Et donc, ça veut dire que ça limite le coût pour l'entreprise également. Donc, un, on responsabilise. Deux, ça évite d'offrir des vélos à des gens qui ne veulent pas les utiliser, qui ne souhaitent pas les utiliser. Si c'est gratuit, tout le monde va dire bah, moi, je vais le prendre, le vélo. Forcément, c'est gratuit. Mais ils ne vont pas forcément l'utiliser. Alors que si on lui demande une participation, ça va être quelqu'un qui est motivé, qui va prendre le vélo. Voilà. Donc, et ça permet finalement de baisser les coûts pour l'entreprise. C'est plus pour les entreprises qui sont dans les grandes villes, j'imagine, parce que les entreprises qui sont un peu excentrées, qui ont des salariés qui font des longs trajets, vont peut-être pas être concernées par votre solution? On revient toujours à la limite du trajet, de la distance. Ouais. Après, on a été assez étonnés parce que nous, on est parti sur ce principe-là et c'était notre idée. Encore une fois, on parle d'embouteillage, de transport en commun un peu saturé. OK, donc ça, vous ne l'avez pas forcément dans les plus petites villes ou dans les structures hors agglomération. En fait, on se rend compte qu'il y a des demandes des collaborateurs. Parce que si l'usine ou si les bureaux sont hors grande agglomération, vous avez aussi une population qui habite pas très loin et qui aimerait bien finalement venir en vélo quand même. Pour des raisons soit économiques, on n'utilise pas la voiture, ça permet peut-être de ne pas avoir une deuxième voiture, soit écologique par conviction, soit pour le bien-être et la santé. Parce qu'on fait un peu d'exercice quotidiennement et ça change un peu les habitudes. Et donc ça concerne tout le monde. Merci beaucoup. Malheureusement, le temps a filé. Merci beaucoup, Jean-Christophe Mellet. Et bravo pour cette belle idée. Un peu plus d'un an d'existence, c'est ça. Bicycle pour les patrons qui veulent choyer leurs salariés. Voilà, c'est fini. Ça passe vite, cette Ça passe demi-heure. trop vite. Mais on Thomas. se retrouve demain, 9h, midi et 20h30 sur Bismart. Salut. À demain.